J'ai le plaisir de présenter très rapidement Luc Bourgeois, qui est encore enseignant-chercheur à Poitiers, qui partira l'année prochaine à Caen, mais qui donc est archéologue, qui connaît aussi très très bien les textes, qui a commencé à travailler sur plutôt l'habitat rural, mais qui connaît très bien aussi les petites agglomérations. Dans les derniers temps, il a publié en particulier un très gros chantier qui avait été mené par André Debord et qu'il a terminé, dont il a terminé la publication avec toute une équipe, le chantier de Andonne, le castrum d'Andonne, en Charente. Et il va nous parler d'un thème qui rejoint un certain nombre de ses recherches actuelles sur les élites, non seulement les lieux d'habitation des élites, mais également les objets de distinction. Et donc, je lui laisse la parole en le remerciant très chaleureusement déjà. Merci beaucoup Cécile et bonjour à tous. Vous avez compris que cette conférence était un moment un peu particulier pour moi puisque c'est la dernière que je ferai avant de quitter cette université. J'espère malgré tout qu'on m'invitera encore de temps en temps. Vous savez que pour aborder des phénomènes historiques ou archéologiques dans toute leur complexité, il est très souvent nécessaire de varier les échelles de lecture. En enquêtant sur les traces laissées par les élites médiévales, j'ai ainsi été amené successivement à m'intéresser à la géographie des pouvoirs à une échelle plutôt régionale, puis à entrer à l'intérieur du château pour voir ce qu'il s'y passait, et enfin, plus récemment, à travailler sur les objets aristocratiques et le mode de vie des élites, le mode de vie quotidien. C'est de cette dernière approche qu'il va être question ce matin, les objets des élites. Les sources disponibles ne manquent pas. Les fouilles récentes ont livré des masses considérables de mobilier. Mais au-delà des problèmes que pose la gestion de collections qui peuvent comprendre des dizaines de milliers de fragments, nous sommes aujourd'hui confrontés à la faiblesse de notre bagage conceptuel pour passer des simples catalogues de fragments archéologiques comme les adorent les archéologues à une lecture plus socio-économique, plus historique de ces vestiges. Est-ce qu'on peut identifier les élites, voire proposer une hiérarchie interne de celles-ci à partir de la culture matérielle? La question a été depuis longtemps débattue à partir des tombes du Haut Moyen-Âge, mais après la disparition du mobilier funéraire au début du 8e siècle chez nous, un peu plus tard dans le nord et dans l'est de l'Europe, nous nous trouvons un peu démunis. Cette question est encore plus malaisée à traiter lorsqu'on aborde d'autres catégories de sites et en particulier les habitats. Je vais donc choisir la complication aujourd'hui, c'est-à-dire m'intéresser uniquement aux objets qui viennent d'habitat, aux résidences des élites qui ont été fouillées dans le nord-ouest de l'Europe. Je n'irai pas vers la Méditerranée, que je connais beaucoup moins, et pour une période un peu à cheval autour de l'an 1000, entre le 9e et le 13e siècle. Je vais employer le terme d'élite dans une acception assez large, en tout cas beaucoup moins réductrice que des termes comme aristocratie ou comme noblesse. Vous disposez d'un petit dossier de documents, on n'aura pas le temps de les utiliser en détail, mais j'y ferai référence au fur et à mesure. Commençons par un peu d'historiographie. En France, l'approche archéologique de l'habitat des élites, elle a connu plusieurs étapes depuis le développement de l'archéologie médiévale, c'est-à-dire depuis les années 1960. Les premières générations d'archéologues, on le sait, étaient issues de l'histoire des textes ou de l'histoire de l'art, c'était leur formation, et assez logiquement, ces premières générations ont donc défini l'habitat des élites en croisant les textes et des monuments qui étaient des monuments emblématiques, faciles à reconnaître. En témoignent un certain nombre de colloques qui ont fait date, dont on voit ici les couvertures, des colloques sur les fortifications de terre et de bois en Europe occidentale, et en particulier sur les célèbres mottes castrales. Colloques sur les organisations de type palatial autour de la trilogie Aula, Camera, Capella, une grande salle, chambre et chapelle, ou pour les derniers siècles du Moyen-Âge,
les travaux qui ont été faits autour de la maison forte ou de la maison noble. Depuis quelques années, les grands décapages qui ont été menés par l'archéologie, en particulier par l'archéologie préventive, ont révélé une diversité de ces formes d'habitat qui dépasse très largement ces quelques formes faciles à reconnaître. Ces décapages ont révélé des implantations élitaires, en particulier plus discrètes que celles qu'on connaissait auparavant. Vous en voyez quelques exemples sur cette image. On trouve des habitats ouverts ou vaguement fossoyés, quelquefois en marge de village, comme ici à la Grande Paroisse en Seine-et-Marne, ou des habitats élitaires intégrés à de véritables villages. Et là, on a des maisons comme les autres qui abritent des gens qui ont un mobilier distinct de leurs voisins. On a aussi des cas comme cette touriste du Pouget près de Montpellier, où la tour n'est qu'un élément parmi d'autres, intégré à une villa, intégré à un domaine, ou des exemples comme ce tout petit habitat perché de Valençol en Provence, qu'un agent immobilier d'aujourd'hui qualifierait plutôt de 2 pièces cuisine que de château. Tout ça, ce sont des choses assez nouvelles et auxquelles on peut joindre une autre évolution de la recherche qui là a uni les archéologues, les historiens et les historiens de l'art. C'est la présence, une relecture dans un certain nombre de régions françaises et des pays voisins également, une relecture des châteaux majeurs, du Grand Château, qui a permis de mettre en lumière la présence de véritables quartiers aristocratiques où des co-seigneurs, des milices castrales ont chacun leur maison, leur hôtel, leur tour à l'intérieur de sites qui ne sont quelquefois même pas pourvus d'une enceinte. La complexité sociale de ces microcosmes élitaires nous oblige à réviser en profondeur la conception que nous avions jusque-là de la forme et du fonctionnement du château. Un château qui perd son unité et qui devient un espace partagé entre toute une population. À cette diversification des structures qui ont été observées, il faut encore ajouter la difficulté à définir les résidences de ce qu'on appelle les petites élites, faute de mieux, qui sont souvent des médiateurs entre la paysannerie et des seigneurs plus importants. Le fait que dans le temps, de nombreux sites reçoivent une fortification qui est extrêmement progressive. On part de sites ouverts et on arrive à des sites fortifiés. La diversité de l'habitat des élites urbaines aussi, qu'on connaît fort mal et qui a l'air tout aussi diverse. Et puis, désormais, et ce phénomène du château partagé entre en ligne de compte ici, le fait d'avoir désormais des frontières moins affirmées qu'autrefois entre le château et la ville, par exemple. Les tours de chevaliers pouvant se disperser aussi bien à l'intérieur du château que dans l'agglomération en contrebas. En conséquence, le cadre de vie des élites est de plus en plus difficile à cerner à partir des seuls vestiges architecturaux, puisque désormais on a des choses qui ne sortent pas vraiment du lot des habitats. Puisque les structures ne suffisent plus ou plus toujours à qualifier le niveau social des résidents et qu'une certaine diversité peut apparaître pour un même site au fil de son histoire, nous nous appuyons désormais beaucoup plus couramment qu'autrefois sur le mobilier pour tenter de qualifier le statut des habitats. Les publications récentes le montrent bien. Dans les monographies importantes, la part de la présentation du mobilier est beaucoup plus importante qu'il n'y a ne serait-ce que 2 décennies. Mais si on veut apprécier le statut de chaque site et au-delà comparer des sites entre eux, encore faudrait-il que la littérature archéologique disponible nous fournisse systématiquement 2 types de données. D'abord, des catalogues systématiques de mobilier qui sont indispensables si on veut effectivement travailler sur le statut de leur possesseur, et puis en amont des informations précises sur les conditions de collecte et les conditions de traitement de ces données archéologiques. Envisageons d'abord ce deuxième aspect. Je vous force à entrer un petit peu dans la cuisine des archéologues. La plupart d'entre vous ne sont pas dans cette discipline, mais vous savez que pour faire une bonne cuisine, il faut des bons ingrédients.
Et sur ce point, je vais être obligé d'être un peu critique par rapport au travail tel qu'il est mené aujourd'hui, en général, par les archéologues. Quelle est en effet la qualité des informations qui sont fournies par les fouilles d'habitat, désormais menées sur de vastes surfaces, souvent plusieurs hectares, mais de plus en plus rapidement avec l'évolution de la législation et des institutions de l'archéologie. Cette liste est une version abrégée de celle qui est dans votre dossier. C'est un document qui propose toute une série de critères pour évaluer la qualité de la collecte des données et la qualité du traitement qui a été effectué sur ces données de fouille par phase d'occupation d'un site. Donc on a ici quelques-uns des éléments. La surface fouillée, évidemment, qui est un élément important. La conservation du site, alors qui peut apparaître mal conservé avant la fouille, mais les archéologues, avec des grands décapages, ont quelquefois tendance à éroder eux-mêmes les sites avant de les fouiller. Donc la présence de niveau de sol, par exemple, et de ce qui est au-dessus est relativement rare dans les fouilles actuelles. Le fait d'avoir fait une fouille partielle ou exhaustive, qui évidemment change la lecture qu'on peut faire d'un site, où les fonctions peuvent être réparties dans l'espace, la présence d'un travail fin sur les sédiments, tamisage, prélèvement, etc. Et puis, au-delà, les conditions d'étude du mobilier, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans la plupart des rapports de fouilles et des publications, certaines catégories de mobilier, j'y reviendrai, ne sont que très rarement étudiées, et ce qui nous pose problème pour avoir une vision un peu globale de la culture matérielle de ces époques. Chaque critère fait l'objet d'une note chiffrée. Et remarquons d'abord que dans la majorité des cas, je n'ai plus trouvé ces informations dans les rapports de fouilles et les publications. Manque de précision qui est un petit peu inquiétant pour analyser la qualité des données dont on va se servir après pour construire des hypothèses historiques. Lorsque ces informations sont disponibles, elles permettent de construire des graphiques où vous avez en abscisse les conditions de la fouille, en ordonnée qu'est-ce qu'on a fait comme étude de mobilier. Une fouille parfaite apparaîtrait tout en haut à droite ici. Il n'y a donc pas de fouille parfaite dans ce que j'ai pu relever. Et surtout, on s'aperçoit que dans les opérations récentes, toutes celles-ci ont une quinzaine d'années au maximum, dans la majorité des cas, on a un blocage aux alentours de 50%. C'est-à-dire que la qualité maximum de l'information est autour de la moitié de ce qu'elle pourrait être. Ces sites sont tous de même nature. Ce sont des sites d'habitat ouvert qui ont été décapés assez brutalement à la pelleteuse avant la fouille. Les seuls habitats qui vont dépasser ce score, c'est ceux qui apparaissent ici en haut. Ce sont des habitats qui disposaient encore à la fouille de leur sol d'occupation et souvent d'épandages de mobilier qui étaient au-dessus. Donc, en conséquence, c'est dans ces sites-là qu'on a eu une grande quantité de mobilier, quelle que soit sinon leur nature. En deçà de la borne qui est indiquée ici par la flèche, on peut quand même se demander si le mobilier collecté dans des sites qui sont usés jusqu'à la trame est vraiment représentatif des activités et des modes de vie de leurs habitants médiévaux. On peut approcher ces questions-là différemment. Sur ce tableau sur lequel je passe assez vite, je vais juste vous montrer deux exemples aux extrémités du tableau. C'est le calcul du nombre d'ossements d'animaux vertébrés, de mammifères en particulier, déterminé par mètre carré fouillé. Donc là, on a une approche qui est plus une approche quantitative. Le résultat est encore plus éloquent que le tableau précédent. Comment est-ce qu'on peut comparer le petit site angevin de Marseille avec 0,006 ossements animaux au mètre carré, avec à l'autre extrémité un site comme Andonne, que Cécile mentionnait tout à l'heure, où on a 148 ossements conservés au mètre carré, et encore seul un échantillon a été étudié. Bien sûr, il est probable qu'on consommait plus de viande chez les comtes d'Angoulême que chez les paysans d'Anjou, mais l'abondance de vestiges doit aussi résulter d'autres facteurs. Les méthodes de fouille sont en cause, mais aussi
un mode de gestion des déchets différent, des conditions de conservation différentes, en particulier parce que le dernier site est un site qui est entouré d'une enceinte et que les vestiges, les poubelles se sont accumulées à l'intérieur de cette enceinte, ce qui n'est pas le cas dans les sites ruraux ouverts. Si on cherche maintenant, à partir de ce genre d'échantillons de sites, à répondre à une question comme quelle est la part de la faune sauvage dans les habitats des environs de l'an 1000, évidemment, la réponse va être assez fortement biaisée. Dans les sites les plus riches en mobilier, le pourcentage d'animaux sauvages, il tourne autour de 1 à 2% maximum. Imaginez que vous travaillez, c'est le cas dans les sites qui sont ici à l'extrémité gauche du tableau, vous travaillez sur des échantillons d'une centaine de restes, vous n'avez pratiquement aucune chance de trouver des animaux sauvages. Et vous aurez vite fait d'affirmer que la chasse est l'apanage de la seule aristocratie, alors que, évidemment, les animaux sauvages vont apparaître de manière beaucoup plus prégnante sur un échantillon de 50 000 restes. Donc c'est avant tout ici un problème d'échantillon statistique dont on a du mal à sortir. L'une des conséquences de cette fréquente pénurie documentaire pourrait être une appréciation un peu misérabiliste des conditions de vie des paysans du Moyen-Âge et en contrepoint une surestimation partielle du niveau de vie des élites. En Angleterre, on a récemment publié le mobilier d'un village-rue de bord de mer qui s'appelle Meols. Et cette publication assez intéressante a mis à mal le cliché traditionnel du paysan anglais des XIIIe, XVe siècles qui n'aurait pu accéder qu'à une gamme très limitée de produits, donc avoir un accès assez limité au marché. C'est un habitat relativement modeste, mais il a livré 1400 accessoires de vêtements, parmi lesquels des objets en or, des objets en argent, 140 broches, c'est-à-dire 2 fois plus que toutes les fouilles de la ville de Londres. Les conditions de collecte de ce riche corpus doivent nous amener à réfléchir sur notre manière de fouiller. Tout ce mobilier est issu de ramassages du XIXe siècle, alors que le site était érodé par la mer et que des archéologues amateurs passaient de temps en temps collecter dans les coupes des objets. Ces objets provenaient très majoritairement d'épandages de mobilier à l'extérieur du village. Donc on avait épandu dans les champs voisins des objets. La collection a donc pour origine ces niveaux que nous avons pris l'habitude de décaper à la pelleteuse sans les étudier. Et on mesure ici combien les stratégies actuelles seraient inadaptées à la découverte d'un tel ensemble. Les méthodes de fouille les plus utilisées aujourd'hui offrent un certain nombre d'avantages, évidemment la rapidité et puis le fait de fournir des plans d'ensemble d'habitat dans l'environnement, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a une trentaine d'années encore. Mais elles ne semblent pas bien adaptées pour répondre à d'autres questions et en particulier pour collecter un échantillon représentatif de mobilier. Pardon. J'en viens à ma seconde question, les catalogues de mobilier. En effet, si on veut s'aventurer dans une lecture sociale des objets, encore faudrait-il disposer de catalogues de mobilier. Dans la pratique actuelle, les catalogues systématiques présentés dans les rapports de fouilles comme dans les publications se limitent le plus souvent à quelques catégories qui sont la céramique et les monnaies. La céramique et les monnaies parce que ces catégories sont considérées comme de bons instruments pour dater les structures. Leur adéquation à cet objectif n'est d'ailleurs pas toujours très convaincante pour la période considérée ici. Elle peut l'être pour des périodes plus récentes ou plus anciennes. En effet, après 40 ans d'efforts, on continue à dater de nombreux lots de vaisselle avec des datations qui sont assez larges, 10e, 11e siècle, 10e, 12e siècle, par exemple. Est-ce qu'on fait mieux avec les monnaies? Pour la même période, on dispose surtout de monnaies qu'on appelle immobilisées, immobilisées à partir du milieu du 9e siècle, c'est-à-dire que vous allez produire des monnaies à la fin du 12e siècle qui sont encore au nom de Charles le Chauve. Vous imaginez que comme critère de datation, on peut aussi trouver mieux. En revanche, on peut être étonné
du faible intérêt qui est porté à des objets qu'on trouve sur pratiquement tous les sites et qui connaissent des modes cycliques, des modes peu durables, et en particulier les accessoires de parure et de vêtements. Alors les modes ne sont pas annuels ou bisannuels comme aujourd'hui, mais effectivement on a des changements assez rapides dans les modes vestimentaires au cours du Moyen-Âge. Désormais, on étudie aussi systématiquement la faune et la flore, qui apportent énormément d'informations. En revanche, les autres types de mobilier sont souvent présents uniquement à titre d'illustration. On a découvert une arme, on a découvert un beau bijou, et il sera sur la couverture de la publication. Et puis, quelquefois, on les passe complètement sous silence aussi. Et on peine toujours, quand on travaille sur du mobilier non céramique aujourd'hui, à réunir des comparaisons qui ne soient pas des comparaisons extrêmement exotiques. On continue à utiliser les grands catalogues anglais, scandinaves, allemands, pour dater et identifier des objets du sud de la France, objets en fer, verreries, etc. Les actes du récent colloque 30 ans d'archéologie médiévale en France, qui dressait un bilan de la discipline, l'ouvrage est paru en 2010, illustre parfaitement ce désintérêt pour le mobilier non céramique. 436 pages, extrêmement riches, qui abordent beaucoup de questions, qui donne une place éminente à la flore et à la faune, 74 pages, 30 pages pour la vaisselle céramique, et puis après j'ai cherché dans le corps de l'ouvrage pour voir s'il y avait autre chose sur le mobilier, et je n'ai rien trouvé à part dans un article qui traitait d'un autre sujet, 2 images très illustratives, dans ce cas-là, qui sont les 2 objets que vous voyez ici présentés. Les choses commencent à changer, mais effectivement, il y a des habitudes à changer, il y a aussi des gens à former, on manque de spécialistes pour les autres types de mobilier que la céramique et les monnaies. Or, il ne me semble pas possible de confronter des sites et encore moins de tenter des approches socio-économiques à partir de la culture matérielle si nous ne disposons pas en amont de ce travail un peu besogneux qu'est le catalogue de mobilier et qui est tout à fait indispensable pour pouvoir travailler. Donc des catalogues qui seraient systématiques et normalisés. On pourrait même envisager, dans un avenir un peu plus lointain, la construction de typologies normalisées, c'est-à-dire de catalogues de mobilier par région, par exemple, ou par période, pour lequel on aurait une liste systématique de tout ce qui a existé, de tout ce qui a pu exister. Ça pourrait se faire entre l'époque carolingienne et la fin du Moyen-Âge, puisqu'on ne dispose pas de ce type d'outils actuellement. Ça a été fait déjà pour des périodes antérieures. Là, j'ai mis 2 images sorties de la typologie normalisée des tombes, du mobilier des tombes mérovingiennes, entre la Loire et le Rhin, où là, effectivement, le corpus est assez limité et on a pu faire un travail systématique de typologie et de chronologie. Évidemment, l'entreprise serait plus compliquée si on aborde les périodes postérieures à l'époque mérovingienne et si on aborde les habitats, puisque l'éventail d'objets possibles va être beaucoup plus large. Mais c'est une réflexion qui inviterait à sortir un petit peu des corpus archéologiques pour travailler avec les spécialistes de l'iconographie, de travailler avec les spécialistes des mots, avec les lexicographes, puisque ces objets ont des noms. Et on va le voir tout de suite, plus de la moitié des objets connus par des textes ou des images sont des objets que l'archéologue n'a pas encore reconnus sur le terrain. Donc un croisement des sources qui permettrait d'étendre l'inventaire à des catégories de mobilier qui sont pour l'instant inconnues des corpus archéologiques. Au-delà, ça permettrait, cet élargissement typologique, ça permettrait de se poser des questions sur des sujets encore un petit peu en jachère, s'intéresser aux représentations. Martin Aurel parlait il y a quelques jours des usages symboliques de l'épée. C'est effectivement un objet très symbolique, mais il y en a d'autres qui ont effectivement d'autres usages que leur usage pratique. Travailler sur la gestuelle qui leur est associée, qui peut être aussi assez variable selon les usages et les époques. Tout ça, ce sont des sujets que nous avons encore extrêmement peu abordés jusqu'à aujourd'hui. Voici un exemple sommaire de ce que pourrait donner ce principe pour les différents éléments qui composent la selle d'équitation. Vous avez dans votre dossier un tableau qui est plus large sur l'ensemble des objets d'équitation. Et pour la période ici qui va du 9e au 12e siècle, vous voyez qu'on a 3 catégories présentées ici avec des couleurs différentes.
des parties de la selle et des éléments associés qu'on connaît sur des sites archéologiques classiques, des sites terrestres qui apparaissent ici en rouge. Quelques éléments complémentaires qui n'apparaissent que dans des sites où le bois est conservé, qui sont malgré tout assez rares. Là, ce sont les éléments en bois de la selle, arçon, bande latérale. Et puis, en blanc, une liste d'autres objets qu'on reconnaît, entre autres, dans l'iconographie, dont on parle dans les textes, et pour lesquels, pour l'instant, nous n'avons absolument aucun élément matériel à présenter. Sur le tableau distribué, la fréquence archéologique de ces objets est estimée dans la colonne de droite. Ça permet de savoir si ce sont des objets très courants qu'on trouve dans tous les sites ou des objets qui sont tout à fait exceptionnels. Cette manière d'aborder les objets, elle nous permettrait de mieux évaluer la nature des collections que nous étudions et de voir ce que les archéologues appellent avec le mot savant de taphonomie, de problème de conservation, essayer d'imaginer un peu qu'est-ce qui manque dans nos ensembles, ne faire que des listes positives, faire aussi des listes négatives. Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé sur le site? Ça inviterait aussi, à partir de là, à mieux utiliser la notion de rareté ou la notion de luxe, qui sont deux mots qu'on utilise un petit peu à tort et à travers, et à tenter d'approcher une hiérarchie des objets telle que cette hiérarchie était appréhendée au cours du Moyen-Âge. Enfin, ça amènerait aussi à raisonner, non pas sur des fragments archéologiques, comme on le fait en général, mais à raisonner sur des systèmes techniques. Une selle, c'est toute une série d'éléments qui vont ensemble, qui peuvent évoluer. Si vous bougez un des éléments, vous êtes obligé de changer la forme des éléments voisins. En d'autres termes, si vous travaillez sur un harnais, ça sera intellectuellement plus intéressant que si vous travaillez uniquement sur des morceaux de mort. Après le traitement des données qui, on le voit, pourrait être largement amélioré en général, vient une étape encore plus dangereuse, celle où on va faire une interprétation du mobilier et en particulier une interprétation sociale. Et cela, les archéologues ont envie de le faire, mais souvent ils mettent un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils proposent des interprétations sociales avant d'avoir complètement étudié leur mobilier. Là aussi, les démarches qui nous permettraient de dépasser une approche un petit peu naïve des informations socio-économiques portées par les objets demeurent en grande partie à construire. La littérature archéologique entretient souvent l'idée que tel objet constitue un marqueur des élites parce qu'il est unique ou rare dans le site qu'on étudie. Ce qui ne prouve pas qu'il était précieux ou particulièrement symbolique pour ses possesseurs du Moyen-Âge. Ce mobilier est ainsi traité comme un témoignage d'exception, en donnant un relief particulier à des critères comme les techniques de fabrication, les critères esthétiques, des approches qui, à mon avis, relèvent plus des travers du collectionneur que d'une véritable réflexion archéologique. Par exemple, comment considérer ces coffrets en bois, plaqués d'os, décorés, qui sont fréquents sur nos sites. Là, je montre un exemple qui est en très bon état. En général, on a simplement les plaquages qui subsistent et le bois a disparu. Ce sont des objets qui ne présentent pas de luxe particulier, qui ne font appel à aucune complexité technique, mais que nous avons tendance à transformer, nous, en objets privilégiés. Un autre travers courant consiste à instituer une hiérarchie sociale sur la base d'une lecture fonctionnelle et très conventionnelle de quelques objets archéologiques qui sortent du lot. En effet, est-ce qu'il suffit de découvrir les objets que vous voyez sur cette image, c'est-à-dire un fer découdé et quelques carreaux d'arbalète ou armatures de flèches, dans un habitat du Xe siècle, pour décréter, comme on le fait généralement, la présence de cavaliers et d'armes prouve qu'il s'agit d'un habitat aristocratique. Encore faudrait-il avoir fait préalablement un travail d'historien, c'est-à-dire avoir défini qui peut disposer d'un cheval, qui porte les armes, quelles sont les limites du droit de chasse dans la région et pour la période considérée dans ce site. En effet, les conceptions de la société médiévale qui sont plaquées un peu rapidement sur les vestiges demeurent quelquefois un peu grossières.
Lorsque vous avez ces diagrammes très fréquents dans les publications, des diagrammes triangulaires qui vont comparer les proportions respectives des grands mammifères domestiques, c'est-à-dire les bovins, les porcs et les ovicaprins, les moutons et les chèvres, vous avez des résultats qui sont souvent assez intéressants et très différents d'un site à l'autre, mais dont l'interprétation laisse un petit peu perplexe, puisque dans la plupart de ces publications, on trouve des classifications à l'intérieur de ces diagrammes qui nous permettent de sortir des sites seigneuriaux, des sites ecclésiastiques et des sites ruraux. Seigneurs, religieux et paysans, on reconnaît sans peine une célèbre tripartition fonctionnelle de la société élaborée par les clercs à partir du IXe siècle. Or, plaquer à la lettre ce modèle sur des corpus archéologiques revient à confondre l'une des représentations médiévales de la société, légitimant en particulier la domination par les élites laïques et religieuses, avec la stratification réelle, évidemment beaucoup plus complexe, de la population. J'irai même plus loin, en utilisant ce cadre, l'archéologue s'interdit dès l'abord, dès qu'il commence sa réflexion, d'apporter des données originales, c'est-à-dire les données qu'apportent ces sources, que fournissent ces sources, au débat collectif sur la stratification sociale qu'il peut effectivement mener avec les historiens. Ce qu'on voit, nous, de la stratification sociale, c'est simplement, à travers la culture matérielle, c'est la manière dont cette stratification sociale est transcrite dans les apparences et dans les comportements et dans les niveaux de richesse d'une partie de la population. D'autre part, les clivages de la théorie des trois ordres gomment sciemment la diversité des élites entre le petit coq de village et le prince, gomment aussi toute dynamique sociale, la possibilité de passer d'une catégorie à l'autre, et tout particularisme chronologique et géographique, puisqu'il est évident que le petit noble des Pyrénées n'aura peut-être pas tout à fait le même mode de vie et la même stature que le petit noble des Flandres. On aimerait pouvoir attribuer à chacun des habitants de nos sites archéologiques des dénominations comme celles qui apparaissent sur cette liste évidemment incomplète, plutôt que les trois ordres de la théorie trifonctionnelle. Si on veut enrichir notre inventaire des différences sociales, on va donc être obligé de sortir des classifications médiévales, des catégories médiévales, et mettre en œuvre des outils conceptuels plus récents, plus fins et plus souples, avec tous les dangers que ça peut évidemment présenter. Ceux qui ont été élaborés par Max Weber et beaucoup plus tard par Pierre Bourdieu, puisqu'on est dans l'amphithéâtre Bourdieu, sont peut-être les plus efficaces pour travailler sur du mobilier archéologique. Chez Weber, on trouve la notion de standen, qu'on traduit très approximativement en français, faute de mieux, par groupe de statues, mais les concepts allemands sont souvent difficiles à traduire en français. Les standen vont croiser plusieurs critères: le statut à travers la consommation, à travers la distinction sociale, les revenus, la richesse et le pouvoir. Les personnes, pour Weber, les personnes qui partagent un style de vie, des modes de consommation, des conventions, des positions économiques ou statutaires supérieures forment ce qu'il appelle un groupe de statuts. Pierre Bourdieu a poussé plus loin l'un des éléments du concept de Weber, c'est le concept de distinction, qui amène à manifester la distance sociale à travers, entre autres, les objets, la culture matérielle et la manière de se servir de ces objets. Ce vouloir différent, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on a été éduqué comme ça laisse des traces matérielles. Et le concept de distinction s'avère un outil qui me paraît tout à fait précieux pour l'archéologue. Cette distinction par rapport au commun peut se manifester sous des formes diverses dans le mobilier archéologique. Et je voudrais maintenant fournir un petit panorama, sans doute incomplet, pour vous montrer qu'on peut quelquefois avoir des approches un peu inattendues de cette distinction. La distinction, elle peut d'abord être qualitative, c'est-à-dire qu'on va trouver dans certains sites d'habitat des objets ou des matériaux, des matières premières, qui n'apparaissent pas dans les autres habitats.
parce que ces objets matérialisent des activités, des comportements, des systèmes symboliques ou un niveau de fortune qui sont propres à des élites. 3 exemples sont illustrés sur cette image. L'élevage du paon, qui, à l'époque de Charlemagne, on le voit dans les capitulaires, comme au XIIe siècle, est un animal qui constitue la parure de la basse-cour aristocratique, puis la parure de la table des élites à la fin de sa vie. Autre élément, déjà abordé il y a quelques jours, l'équipement du cavalier lourd, en particulier tous les objets qui permettent la chasse à cheval, et là on a la charge à cheval, et là on est dans un véritable système technique, puisque la lance, l'armure, l'équipement du cheval sont des choses qui sont complètement liées là, pour pouvoir opérer cette charge à cheval. Puis le dernier élément, l'aquamanile et le bassin du service de lavage des mains qui introduit le repas et qui sont des objets probablement empruntés à des pratiques religieuses. Au-delà de l'attestation de ces objets qu'on ne trouve pas partout, on peut aller un petit peu plus loin en hiérarchisant des objets qui, a priori, ont la même forme, ont la même nature, en fonction de leur qualité. Un chercheur qui s'appelle Sven Spiong a récemment proposé un classement assez intéressant. Il travaillait sur les broches, les fibules des 8e, 12e siècles découverts en Europe centrale, et il a proposé de les classer dans des groupes de qualité. C'est-à-dire qu'il distinguait les productions d'objets uniques des fabrications en série, donc l'objet artisanal de l'objet industriel en gros, la complexité des techniques qui étaient mises en œuvre et la qualité des matériaux qui étaient utilisés. Et donc il arrive à ce genre de tableau où on a des objets qui ont le même usage et la même forme, mais qui peuvent avoir des différences assez énormes entre cette fibule qui sort en or avec des joyaux et des émaux qui sortent du trésor d'Agnès à Mayence, et les pâles imitations qu'on fait dans les faubourgs de la ville d'York à la même époque, qui sont des objets moulés en série dans un alliage tout à fait médiocre d'étain et de plomb. On est dans la même conception, simplement on n'est pas dans le même niveau. Et entre les deux, on a des objets intermédiaires, qui sont encore des objets en bon métal, avec un travail un peu plus élaboré, avec la présence d'émaux comme ici, mais qui n'ont évidemment pas la qualité et la richesse de l'objet que vous voyez à gauche. Ce type de lecture, qu'on a encore assez peu réalisé jusqu'ici, elle peut même se faire pour des objets qui n'existent que dans le contexte aristocratique, que dans les sites des élites. Par exemple, pour le jeu d'échecs, exemple auquel je suis très attaché. 4 objets ici qui, vus de loin, n'ont pas l'air d'être complètement différents dans leur luxe, mais là, vous avez un objet trouvé dans un château normand qui est un roi, fabriqué en ivoire de Morse, donc dans une matière première qui vient du Groenland à l'époque, même si le modèle de l'objet est complètement islamique. Et puis à l'autre extrémité, un petit bout de branche de noisetier qui a été taillé pour faire une pièce d'échec qui aujourd'hui serait le fou de notre jeu. Et quelques intermédiaires en bois de serre, plus ou moins élaborés, qui forment des groupes de qualité intermédiaires. La différence de groupes de qualité de ces objets va très souvent influer sur leur destinée. Si on reste sur les pièces d'échecs, les pièces d'échecs islamiques en agate du trésor des empereurs germaniques vont finir leur carrière, remonter ici en particulier, remonter dans l'ambon qui est offert par l'empereur Henri II à Aix-la-Chapelle, où on peut encore le voir aujourd'hui dans la chapelle palatine. Et puis à l'autre extrémité, les pièces assez mal finies du châtelain de Noyon en Picardie vont, elles, finir dans une poubelle au pied de la tour que contrôle ce personnage. Donc certains objets plus luxueux auront d'autres vies par la suite, et ce n'est pas le cas des objets modestes. Là, il y a donc une hiérarchie des matériaux et une hiérarchie des techniques qui connaît des fluctuations importantes au fil des siècles. Certaines matières vont avoir, c'est le cas encore aujourd'hui, vont avoir tendance à se vulgariser au cours des temps et donc à changer de statut. Dans une grande partie de l'Europe continentale, les objets de parure et les accessoires de vêtements en alliage cuivreux, ce qu'on appelle un peu à tort le bronze en général,
sont singulièrement rares entre le 8e et le 12e siècle. Donc une période de rareté des alliages cuivreux. Pénurie qui va entraîner la multiplication de substituts. C'est une époque pour laquelle on trouve des bagues en fer, par exemple, ou des broches en plomb, comme celles qu'on a vues tout à l'heure. La raison d'une augmentation rapide des objets en alliage cuivreux à partir de la seconde moitié du XIIe siècle reste encore assez mal cernée. Quoi qu'il en soit, pour le sud-ouest de la France, Michel Barrère a récemment montré que cet essor se manifestait d'abord par la production de boucles de vêtements de bonne qualité, comme celle que vous voyez ici, c'est-à-dire un objet qui est soigné, qui a été coulé à cire perdue, c'est-à-dire qui est un objet unique, et qui en général est un objet décoré et doré. Dès la fin du XIIe siècle, ces objets vont laisser la place à des modèles dont la conception est plus simple, donc qui sont plus faciles à fabriquer, mais qui font toujours appel à des techniques élaborées, comme l'émail chanlevé, par exemple, sur ceux que vous voyez ici. Sur ces objets-là, on voit très souvent apparaître des motifs héraldiques qui les rattachent à des grandes familles du Sud-Ouest, les Lautrec par exemple, des objets qui correspondent donc à des marchés particuliers et qui permettent à leurs possesseurs d'afficher leur identité élitaire ou tout au moins leur adhésion à un lignage important de la région. Dès le troisième quart du XIIIe siècle, on voit se diffuser très largement des objets qui désormais sont des objets moulés, ou des objets en tôle rivetés, qui sont très rapidement décorés et qui viennent relayer la lente technique de la cire perdue. À partir de là, on a des productions qui sont des productions urbaines, en grande série, qui permettent une baisse des prix, qui permettent une diffusion rapide aussi vers la base de la société. Les boucles et les accessoires de vêtements découverts par l'archéologie sont donc, à la fin du XIIe siècle, des objets d'orfèvre, et à la fin du XIIIe siècle deviennent des objets de mercier, on pourrait dire. Donc on n'est plus du tout dans la même catégorie, ni de fabricants, ni d'utilisateurs. Face à ces processus de banalisation des matériaux, des techniques et globalement des objets de distinction, les élites vont réagir. Elles vont réagir de plusieurs façons pour sauvegarder leurs différences, puisqu'il faut qu'elles continuent à être différentes, même si les objets qu'elles utilisaient vont devenir des objets du commun. Une manière de se défendre, c'est d'être à l'affût des nouveautés. Ces nouveautés sont suscitées ou sont adoptées très tôt par les élites. Ainsi, la majeure partie des innovations ou des transferts de technologies qui apparaissent en Occident au Xe siècle me semble d'abord élaboré à l'usage exclusif des élites. C'est le cas du verre, d'une invention qui a l'air modeste, qui est le verre potassique, mais c'est la première fois en Occident qu'on fabrique la matière première qui permet de fabriquer du verre. Avant, la matière première venait semi-transformée d'Orient. Et les premiers objets sont toujours de la verrerie à boire, qu'on trouve uniquement dans les sites aristocratiques. Même chose pour le développement du fer à cheval, illustré ici par cet étrange Saint-Éloi suédois, avec son fer à cheval et sa pince. Autre innovation du Xe siècle. Et puis, troisième élément, la présence de l'arbalète, qu'on voit apparaître dans les textes puis dans l'archéologie à partir des années 930-940. On pourrait dire la même chose des pièces d'échecs qui apparaissent en Occident à la même époque. Tous ces objets sont des objets qui vont alimenter la vie quotidienne des élites, mais je ne pense pas qu'ils viennent complètement bouleverser l'économie globale. Dans un modèle qui a été élaboré en 1983, deux sociologues, Henri Mandras et Michel Forcé, envisageaient l'intervention successive de plusieurs catégories d'acteurs dans ces processus de diffusion de l'innovation. Vous auriez d'abord les pionniers, le cercle des inventeurs, dans un premier temps, puis assez rapidement une autre catégorie, les innovateurs, les gens branchés, et puis à partir d'un troisième temps, on verrait apparaître une majorité précoce. À la fin de la majorité précoce, 50% de la population est atteinte par l'innovation. Et puis viennent plus tard la majorité tardive, ceux qui s'y mettent sur le tard, et enfin
quelques retardataires ou quelques réfractaires à la nouveauté qui ne sont pas indiqués ici sur le tableau. Au Moyen-Âge comme plus tard, les innovateurs disposent d'un statut social élevé et vont jouer un rôle décisif en tant que guide d'opinion, c'est-à-dire que ce sont les gens qu'on va vouloir imiter. Un objet va se répandre progressivement dans la société à condition que la distance sociale qui existe entre la minorité des innovateurs et la grande majorité des suiveurs ne soit pas trop grande. Comme le dit Henri Mandras, une certaine distance confère la respectabilité à la nouveauté, mais une distance trop grande découragerait l'imitation. On n'imite pas les choses qui sont trop loin de vous. Par ces processus, les adeptes de la distinction sont obligés constamment de remplacer les objets de distinction dévalorisés par de nouveaux objets de distinction. Une autre solution pour préserver son mode de vie chic, c'est à toutes les époques de promulguer des lois somptuaires, c'est-à-dire des règlements qui interdisent théoriquement l'usage de certains biens au reste de la population. C'est une pratique qui me semble particulièrement exacerbée dans des périodes de crise du pouvoir, quand le pouvoir doute. En particulier, il est très net dans l'Empire romain tardif, il est aussi très net dans l'Occident à partir du début du XIVe siècle. Mais il existe aussi dans l'intervalle. Par exemple, lorsque les souverains anglo-saxons vont se réserver la consommation de tous les esturgeons et de leurs œufs qui sont pêchés dans les rivières d'Angleterre. Ici, la loi vient défendre la distinction des gens bien nés contre la prétention des arrivistes qui voudraient consommer la même chose. Une dernière possibilité de contrôle de certains biens de consommation consiste à les produire soi-même, c'est-à-dire à contrôler la production à l'intérieur même de la résidence aristocratique. Des activités comme la forge, comme les premières étapes du travail des textiles, sont communes à la plupart des habitats. Donc là, on n'a rien de particulier si on découvre des scories ou des fusailloles dans un site archéologique. Mais dans les résidences aristocratiques, on va avoir des productions qui sont des productions non commerciales et qui sont exclusivement tournées vers la fourniture d'objets de distinction, d'objets pour le seul usage des habitants du site. Le travail du fer et du bois de serre en particulier, très important dans les sites élitaires des Xe, XIIe siècles, va permettre de produire de petites séries d'objets, c'est un artisanat très ponctuel, séries d'objets qu'on appellerait aujourd'hui des consommables, des choses qu'on utilise beaucoup et qu'on perd. C'est en particulier le cas d'éléments liés à l'équitation, tout ce qui concerne la maréchalerie, le ferrage des chevaux. Les fers des chevaux, on doit les changer à peu près tous les mois. Donc là, il y a une production cyclique et une grosse consommation. Des éléments liés à l'armement et en particulier à des éléments d'armement qu'on ne garde pas. Ce n'est pas comme l'épée. Quand vous utilisez une arbalète, vous avez une gâchette, une détente qui se casse très facilement, qu'il faut changer. Et puis vous avez les fers de trait, les carreaux d'arbalète, les pointes de flèche. Tout ça, c'est des choses évidemment qu'on consomme en très grande quantité. Donc c'est ça qu'on fabrique sur les sites aristocratiques, pratiquement tous ces sites aristocratiques. Et puis on fabrique aussi à la marge et toujours en bois de serre des jeux de société. On a vu des pièces d'échecs tout à l'heure. C'est le cas aussi d'un autre jeu purement aristocratique, les tables, c'est-à-dire le trick-track ou le backgammon actuel. D'autres formes spécifiques concernent la transformation des fibres textiles, fibres animales ou végétales. J'ai déjà dit qu'on trouvait quelques étapes de cette transformation dans tous les sites d'habitat, mais elle prend une tournure un peu particulière dans les sites de l'élite, aux deux extrémités de l'échelle sociale d'ailleurs. On constate la présence, parfois jusqu'au XIIe siècle, dans le monde germanique en particulier, de gynécées, d'ateliers domaniaux, qui emploie une main-d'œuvre à la fois féminine et servile pour la production de quantités indéfinies de pièces de textiles et de vêtements. Un exemple archéologique de ces gynécées, on est dans
le palais ottonien de Tilleda, en Allemagne, avec les 3 cours successives de cet immense site, la haute cour avec les activités aristocratiques, et puis dans la cour la plus basse, à l'extrémité, toute une série de grands bâtiments et de petites cabanes excavées qui abritent les traces de métiers à tisser verticaux et qui permettaient probablement à une quarantaine de femmes de travailler dans cet ensemble-là. Et à côté, une image qui est tirée du raban mort du Mont Cassin et qui illustre le paragraphe consacré au gynécée, où on voit cette fois-ci de manière plus claire ces métiers verticaux à 2 barres, un peu archaïques d'ailleurs à cette époque-là, et puis les éléments liés à une étape antérieure qui est le filage des fibres. À l'autre extrémité de l'échelle sociale, toujours dans la résidence aristocratique ou le château, on a aussi une production des textiles, mais cette fois-ci de textiles de luxe, qui fait partie intégrante de l'éducation de la femme noble. On voit ça très couramment dans la littérature médiévale, la femme dans sa chambre avec sa servante qui est en train de se livrer à des travaux de couture, en particulier pour faire des cadeaux de luxe ou des présents aux églises. Et puis, il y a une autre catégorie d'artisanat où nous allons retrouver ces métaux non ferreux, ces alliages cuivreux, l'argent, l'or, qui, on l'a vu, étaient des choses un petit peu particulières à cette époque-là, vu leur rareté. On pourrait ajouter un autre élément qui est le verre. La fabrication du verre dans la résidence aristocratique est quelque chose d'assez rare. Et toutes ces activités autour des métaux précieux et du verre ne se rencontrent que dans les résidences de la très haute aristocratie. Là, on est dans un caractère assez clairement du sommet des élites. Un exemple anglais, cette fois-ci, dans le manoir de Facombe, où on voit ici la partie principale de la résidence, avec le hall et la caméra associée. Et puis, juste à côté, contrôlée directement par la résidence, une zone qui est une zone d'atelier métallurgique, où on transforme le bronze, l'argent, l'or, où on fabrique des objets émaillés. Et cet artisanat a lieu pendant une très courte période de l'histoire du site, qui correspond très exactement à 2 générations de propriétaires, ces propriétaires étant des personnages apparentés à la famille royale anglo-saxonne. Avant leur arrivée et après leur départ, on n'a plus ce type d'activité dans ce site. On connaît d'ailleurs dans les textes anglo-saxons un certain nombre de cas où, attachés au domaine, on a directement des orfèvres, dont le statut peut être assez divers, et qui permettent la production de ces objets qui servent après dans les opérations diverses opérations de don contre don que pratique cette aristocratie. Ces artisanats de luxe sont plutôt, malgré tout, caractéristiques du haut Moyen-Âge que des siècles qui suivent l'an 1000, et ils semblent s'éclipser dans pratiquement tous les sites à partir du XIe siècle. En témoigne par exemple la cour de ce château rhénan, qui est celui de Schlössel, où au milieu du XIe siècle, dans la cour qui abrite la résidence principale, la tour qui est ici, on a toute une série d'ateliers artisanaux qui transforment les alliages cuivreux, qui transforment le verre, et qui, dans l'étape suivante d'évolution de ce site, disparaissent complètement. Et désormais, ce sont des annexes de la résidence qu'on trouve dans la cour, c'est-à-dire un système de bain chauffé à l'antique, comme on trouve en milieu germanique, et puis une zone de cuisine qui apparaît ici au nord. Donc exit les artisanats de luxe après 1050 dans ce site. Et globalement, toutes ces productions élitaires, quelle que soit leur qualité, toutes ces productions destinées aux seuls usages des résidents, ont l'air de s'éteindre au plus tard dans le courant du XIIIe siècle, parallèlement à l'essor des productions urbaines en grande série que nous avons vu tout à l'heure à travers les boucles de vêtements. Autre manière de caractériser la distinction, c'est de manifester la distinction par un enrichissement du commun. J'emprunte l'expression à l'anthropologue Jacques Goudy, qui, il y a quelques décennies maintenant, nous expliquait que la cuisine populaire était à la base de la cuisine des élites. C'est-à-dire que les élites prennent la cuisine basique et y ajoutent un certain nombre d'éléments exotiques, coûteux,
des épices, par exemple, y ajoute des préparations, y ajoute une présentation plus élaborée sur la table. Dans les châteaux des 10e, 11e siècles, on voit apparaître, et uniquement dans ces sites-là, on voit apparaître des mortiers, comme le mortier en pierre qui est ici. On voit aussi apparaître des vases qui sont des vases de vaisselle de table, qui sont ces petits vases à bec verseur multiples, toute petite taille, qui témoignent probablement de cet enrichissement des préparations par des épices, par des sauces, dans la batterie de cuisine pour les mortiers, puis sur la table pour les petites saucières. Pour le reste, la batterie de cuisine de ces châteaux, à base de pots et de cruches assez répétitives, ne diffère en rien de ce qu'on trouve dans les autres habitats. La distinction peut également être quantitative et on retrouve un graphique du type de celui que j'ai déjà présenté tout à l'heure, ces graphiques triangulaires, c'est-à-dire que les élites vont pouvoir utiliser des objets qui sont communs à tous, mais dans des proportions différentes. On s'est aperçu depuis assez longtemps maintenant que dans les sites élitaires français et du monde germanique, on avait une beaucoup plus grande fréquence des restes de porc. C'est le cas aussi un peu en milieu urbain. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez clair à partir du Xe siècle, et dans certains sites, les ossements de porc représentent 80%, voire plus, des ossements d'animaux domestiques. Ce qui n'est pas du tout le cas dans un établissement rural quelconque. Alors pourquoi le porc ? Peut-être parce que c'est à la fois le seul grand mammifère qui est uniquement élevé pour sa viande, on n'en tire ni lait ni laine, et puis aussi parce qu'à une époque où les porcs se mélangent dans les bois aux sangliers, on obtient un animal qui morphologiquement est assez proche d'un gibier très noble qui est ce sanglier. La distinction, elle peut également s'exprimer à travers la richesse taxinomique, c'est-à-dire à travers la variété des vestiges. Un élément sujet qu'il faudrait un peu creuser, c'est la variété des oiseaux sauvages, donc des oiseaux chassés, présentes dans les sites élitaires et qui manifestent l'exploitation de biotopes assez variés. Cette diversité, elle reflète aussi sans doute indirectement le contrôle d'espaces de chasse de différentes natures. Et ce graphique qui devrait être complété, semble montrer qu'au-dessus de 10 espèces d'oiseaux différentes, on a toutes les chances d'être en présence d'un habitat qui est fréquenté plutôt par les strates supérieures de l'aristocratie. C'est le cas de tout ce qui est ici à droite du pointillé. Les élites s'expriment également à travers des modes de partage et des modes de transmission particuliers. Ce sont des sujets sur lesquels les historiens ont plus à dire, puisqu'ils ont plus d'informations, mais là, on peut un peu croiser les informations. Les testaments de l'époque considérée nous montrent, par exemple, le traitement spécifique des armes et du harnachement pour les hommes. À qui donne-t-on ses armes et son cheval ? Traitement particulier des bijoux, des tissus précieux dans les testaments féminins. Donc des objets qui vont, un petit peu comme les pièces d'échecs que je présentais tout à l'heure, pouvoir avoir des existences successives et porter des mémoires familiales. Ce statut particulier est encore beaucoup plus marqué pour des objets qui sont des symboles du pouvoir ou des objets dynastiques des grandes familles, objets qui, dans ce cas-là, sont encore plus souvent utilisés dans des constructions mémorielles. Je prends un exemple célèbre et peut-être un peu bateau, qui est le célèbre vase en cristal oriental dit d'Aliénor, sur le support duquel l'abbé Suger a fait graver une inscription qui tisse un fil entre ses 6 derniers possesseurs, entre son origine orientale et sa possession par le trésor de l'abbaye de Saint-Denis. Donc là, un objet qui évidemment est déjà excessivement précieux en lui-même, préciosité qui est encore accrue par le montage dans le support métallique probablement ajouté par Suger, et puis l'inscription qui donne un pédigré
à cet objet et qui amène encore un surcroît de valeur, puisque ça plonge cet objet dans le temps passé et que, évidemment, tous les possesseurs antérieurs ont été de très grands personnages. L'archéologie révèle d'autres formes de transmission spécifiquement aristocratiques et qui apparaissent peu, voire pas du tout dans les textes. Je prends l'exemple du partage de la chasse, du partage de la venaison, tel qu'on a pu la restituer récemment en Angleterre, à travers de petits graphiques. Sur celui du milieu ici, vous êtes au milieu de la période anglo-saxonne, c'est-à-dire entre le milieu du 7e et le milieu du 9e siècle. À cette époque-là, les établissements religieux anglo-saxons reçoivent des pièces de cerf qui sont déjà découpées. Donc on leur offre des quartiers. Et puis dans les habitats ruraux quelconques, on va découvrir aussi quelques ossements de cerf, limités aux parties les moins nobles des animaux. Le reste est dans les résidences aristocratiques. C'est là qu'on a ramené en premier lieu les animaux qui ont été tués à la chasse. Donc des répartitions qui sont différenciées, on découpe l'animal et l'itinéraire de chacune des pièces en fonction de son statut arrive dans un endroit différent. Ces répartitions différenciées ont été interprétées comme le résultat d'une redistribution partielle des produits de la chasse vers à peu près l'ensemble de la population. À la fin de la période anglo-saxonne, c'est-à-dire entre le milieu du IXe siècle et la conquête normande, on voit apparaître de nouvelles formes de partage. L'aristocratie a l'air de conserver toutes les parties anatomiques des cervidés, c'est-à-dire que dans les sites de l'élite, on va découvrir tous les ossements du cerf, quitte à ne pas en découvrir dans les autres catégories de sites. Donc dans ce moment assez bref, la redistribution antérieure semble s'interrompre. Dans le hall de la résidence aristocratique, on mange tout le cerf et on n'en donne pas à l'extérieur. Et puis quand arrive la conquête normande, c'est l'autre graphique, après 1066, on voit apparaître à nouveau des formes de partage un peu différentes. L'aristocratie profite de l'aubaine, mais également son personnel, c'est-à-dire les veneurs, les gardes de chasse, et à la marge, les paysans qui sont convoqués pour participer à la battue. Tout le monde va récupérer un morceau de l'animal. Les membres antérieurs qui sont moins cotés vont être dispersés. Les membres postérieurs, les cuisseaux de chair, restent dans la résidence aristocratique. Mais si on fait un calcul en poids de viande et non plus en comptant les ossements, on s'aperçoit que les maîtres du château profitent moins de l'animal que le personnel de chasse. Donc voilà des différences qui permettent peut-être aussi de voir des circulations entre des résidences élitaires et leur environnement, avec des changements de coutumes au fil des temps dans les systèmes de don contre don classiques dans ces aristocraties. Et puis, les comportements, même si j'ai choisi de ne pas parler des structures, je l'ai montré au début, que les structures ne suffisent plus aujourd'hui, il faut quand même revenir un petit peu à l'espace et au temps pour voir la dispersion de ces mobiliers. On vient de le voir à travers l'exemple de ces cerfs qui se promènent dans une petite région. On peut le voir aussi quand on entre à l'intérieur des résidences élitaires, qu'on entre à l'intérieur du château, et qu'on va y trouver une segmentation plus grande des activités que dans les autres habitats. Si on prend l'exemple classique de la cuisine, dans le château, on aura à cette époque-là une division beaucoup plus grande, une séparation beaucoup plus grande entre la cuisine et la table. Dans l'exemple du site d'Andone, la zone de cuisine se trouve ici à l'extrémité du site pour une raison assez simple, le puits est juste derrière la porte et puis on est sur l'entrée de service, on pourrait dire. Donc c'est là qu'on a le four, les foyers et les petites cabanes dans lesquelles la cuisine s'exerce. Les cuisines médiévales sont souvent détachées des bâtiments pour éviter les odeurs et les incendies. Donc une fois qu'on a fait la cuisine, les plats vont traverser le château pour aboutir dans le lieu de consommation principal, c'est-à-dire la grande salle où se déroule une grande partie des repas. Avec ici un élément intermédiaire, un petit peu comme au château de Versailles quelques siècles plus tard. Les plats arrivent à peu près froids, donc il faut les réchauffer et on a une zone de réchauffage sous la grande salle, au rez-de-chaussée,
avec des petits brassereaux qui permettent de réchauffer les plats avant de les monter. Cette division n'existe pas évidemment dans un habitat paysan, hein, où on est autour du foyer pour tout faire. Et elle amène aussi une différence assez forte dans le mobilier. C'est là qu'apparaissent plus clairement une vaisselle de cuisine, une vaisselle de table et quelquefois une vaisselle particulière de réchauffage. Donc une différenciation dans l'espace de ces objets. Autre exemple, et cette fois-ci en regardant un espace plus large, à l'extérieur des résidences, c'est le fait bien connu que pendant toute la période médiévale, voire un petit peu après, le mode de vie de la grande aristocratie se caractérise par des cycles de déplacement, annuels ou non, réguliers ou non, au sein d'un réseau de résidences, hein, ce qui permet une présence physique du souverain, par exemple, à l'intérieur de son royaume. C'est une pratique qui est particulièrement bien documentée pour les itinéraires princiers. Ici, l'exemple un peu échevelé des déplacements de Charles le Chauve pendant l'année 842. Mais on n'a pas trop réfléchi pour l'instant en tant qu'archéologue sur l'impact matériel de cette manière de vivre. Quel peut être l'effet matériel de la présence temporaire du maître des lieux dans une résidence ? On pourrait envisager, comme on sait le faire pour la fin du Moyen-Âge, des pics de consommation. Le patron est là et on fait venir une quantité de victuailles pour nourrir sa cour, mais très ponctuellement. Et puis après, le site retombe dans la léthargie jusqu'à l'année suivante. On peut imaginer le caractère saisonnier des abattages. Hein, on connaît le mode de croissance des animaux domestiques, le porc par exemple. On sait quand on tue les porcs à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, selon les techniques d'élevage traditionnelles, on peut avoir des anomalies qui peuvent correspondre à ces moments où effectivement il faut avoir la nourriture nécessaire pour nourrir une cour. Pareil pour les espèces sauvages et en particulier pour les oiseaux ou toutes les espèces qui sont migratrices, qu'on ne va voir apparaître qu'à une saison à l'intérieur du site et dans la région. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas trop regardé pour l'instant, à cet aspect saisonnier de l'utilisation des résidences. Et puis dans ces résidences, on arrive avec des chariots et avec ces meubles. Donc on imagine des résidences qui ne sont pas meublées en temps normal et qui ne sont meublées que pour la présence du patron des lieux. Ce qui peut donner aussi une faiblesse particulière dans tous les éléments liés aux meubles à l'intérieur de ces résidences. Tout ça sont des hypothèses qu'il faut pister un petit peu maintenant aujourd'hui à travers les éléments mobiliers qui sont conservés. Si nous arrivons dans quelques années peut-être à mettre en évidence ce type d'anomalie de fréquentation, on pourrait peut-être en profiter pour différencier deux catégories dans les élites, des puissants qui sont extrêmement mobiles parce qu'ils disposent d'un réseau de résidences, et puis des petites élites qui sont plus casanières pour la simple raison qu'elles ne disposent que d'une seule résidence, où elles sont toute l'année, ou presque. Il y aurait d'autres pistes d'enquête, dont une qui est plutôt liée à l'acquisition de la distinction, pourrait-on dire. Un même personnage peut afficher, au cours de son activité quotidienne, ce qu'on pourrait appeler une distinction privée et une discrétion publique. C'est un phénomène qui a été bien analysé pour Paris par Boris Bov dans sa thèse il y a quelques années, où les bourgeois parisiens de la fin du XIIIe siècle sont des lignages qui vivent entre eux comme des aristocrates, c'est-à-dire qu'on les voit qui organisent des tournois, on voit leurs femmes à cheval sur cette image, qui élèvent des rapaces, qui lisent des romans de chevalerie, qui adoptent précocement des armoiries, etc. Tout en n'aspirant pas encore à devenir nobles, ce qui est assez étrange. Quand vient le temps du dernier voyage, quand ces gens-là meurent, ils reviennent à leur statut réel, c'est-à-dire qu'ils se font enterrer comme des marchands, habillés comme des marchands, ce qu'on voit sur toutes les plates-tombes conservées à Paris pour cette époque-là. Donc là, ils n'ont pas les attributs de l'aristocratie, ils n'ont pas encore franchi le pas. Et par là, on voit que ce sont des gens qui restent des prétendants, hein, selon l'expression de Bourdieu. Bien sûr, les comportements de distinction vont toucher d'autres aspects de la culture matérielle, mais là, on est encore plus dans des pistes de recherche pas trop fréquentées pour l'instant.
Il faudrait croiser les sources pour mettre en évidence, et là on est obligé de sortir de l'archéologie pour croiser les images, les textes et les données matérielles, essayer de mettre en évidence ce qu'on a bien fait pour l'époque moderne, moins pour le Moyen-Âge, la gestuelle particulière engendrée par les comportements de distinction. Quand on vous dit à l'époque moderne que la noblesse, c'est tout faire lentement, c'est marcher lentement, parler lentement. Évidemment, ça laisse peu de traces archéologiques, peu de traces aussi dans les images, mais ce genre de piste qu'il faudrait essayer de suivre d'une manière ou d'une autre. On peut imaginer aussi, j'ai travaillé récemment là-dessus, avoir des comportements, des tabous plus particulièrement élitaires. En travaillant sur la consommation du cheval, à une époque où il y a eu un scandale sur la question, donc le sujet était très très à la mode, on s'aperçoit que dans les sites archéologiques, on trouve des vestiges de cheval en petit nombre, mais que si ces ossements ont été, si les animaux ont été découpés, on a découpé les carcasses pour récupérer les cuirs systématiquement, quelquefois découper la viande pour la donner aux meutes de chiens. On n'a pas consommé le cheval. On n'en trouve aucune trace aristocratique, à part dans des périodes un peu excessives, comme des sièges qui se prolongent et on finit par manger les chevaux. Et encore, on essaie de l'éviter quand on peut, dans les textes. À côté de ça, on a des domaines d'élevage qui sont possédés par l'aristocratie laïque ou religieuse, où on ne se gêne pas du tout pour manger du cheval. Et en particulier des animaux jeunes, donc on fait une sélection des animaux, les animaux qui ne sont pas encore dressés, pas encore débourrés, qui sont consommés assez habituellement. Donc des tabous alimentaires liés évidemment au lien très particulier qui unit le chevalier avec son animal préféré. Et puis on peut même, au-delà des objets, travailler sur les déchets, les moins nobles possibles. J'ai l'impression qu'on peut envisager des manières particulières de produire et de gérer les déchets dans des résidences élitaires. On s'aperçoit que les couches archéologiques ne sont pas toujours de même nature. En particulier, on y trouve très souvent, ce qu'on trouve aussi en milieu urbain, ce sont des couches extrêmement noires, extrêmement organiques. Les archéologues appellent ça des terres noires, faute de pouvoir aller plus loin dans leur interprétation, et qui semblent en particulier résulter du rejet des jonchés, c'est-à-dire de ces jonchés de paille, de plantes odoriférantes qu'on mettait périodiquement dans les pièces du château. Ça cachait un peu les odeurs fortes. Et puis ça pourrissait aussi, donc on évacuait ces éléments-là, et donc on avait des accumulations d'éléments organiques dans les cours à l'extérieur du château. Donc là, une taphonomie particulière, une évolution particulière liée à ces pratiques qu'on ne trouve pas non plus, évidemment, dans l'habitat paysan de cette époque. Après ces quelques pistes, pour la plupart à peine entrouvertes, qui permettent de lire des différences à partir des objets, une dernière question, un peu gênante, mais il faut quand même la poser. Quels sont les acteurs qui sont documentés par nos ensembles de mobilier archéologique et par ces ensembles que nous qualifions de mobilier élitaire ou de sites élitaires? Quand vous travaillez sur une sépulture où le défunt dispose de son costume et au besoin d'un mobilier funéraire associé, vous n'avez pas trop de problèmes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer ces objets à une personne particulière. Quand vous travaillez sur un habitat, à qui attribuer les objets que vous avez découverts? Dans ce type de site, l'archéologue éprouve la plus grande difficulté à aborder sans l'appui des textes des échelles de lecture comme l'individu, comme le lignage, la composition du groupe d'habitants, et il éprouve aussi les plus grandes difficultés à travailler l'espace d'une génération. Donc il a tendance à globaliser les choses. Nos identifications du statut social d'un habitat, et donc par là des habitants de ce site, ont donc tendance à globaliser la lecture, et on le fait souvent en simplifiant la réalité par le haut. Quand vous travaillez sur une exploitation agricole immense du IXe siècle, vous avez toutes les chances
de travailler sur un groupe qui est socialement assez homogène. Vous avez une famille. Ils ont à peu près tous le même niveau de richesse et de statut. Évidemment, il n'en va pas de même quand vous travaillez sur un castrum comtal du XIIe siècle, où vous aurez une enceinte qui abrite de temps en temps le maître des lieux, comme on l'a vu, mais surtout quotidiennement, une population qui est assez diverse, qui est plus modeste. Vous avez quelques chevaliers, quelques sergents, des serviteurs, des paysans du coin, etc. Donc une grande diversité de statuts et de richesses. Sauf exception, très rares exceptions, il semble que nos assemblages de mobilier ne permettent donc pas vraiment d'aborder l'agent social. J'ai essayé de synthétiser les limites de l'approche purement archéologique par la définition que vous pouvez lire ici. Chaque ensemble de mobilier ne révèle qu'une fraction de la culture matérielle d'un groupe d'habitants souvent hétérogène, perçu globalement sur plusieurs générations et illustrant presque exclusivement des activités masculines. Parce qu'effectivement, la femme, mais aussi les enfants, sont quand même pratiquement absents de nos ensembles de mobilier. En tout cas, on arrive très difficilement à les détecter, à part dans quelques bijoux qui peuvent être d'ailleurs aussi bien portés par des hommes pour la plupart. Évidemment, quand on prend en compte cette phrase peut-être un peu longue, vous voyez que ça fait beaucoup de filtres entre nos données et ce qu'a pu être la société médiévale. D'autre part, lorsque nous découvrons un ossement de Pan, cet animal dont on a vu tout à l'heure le caractère tout à fait aristocratique, dans une collection de 50 000 ou 60 000 restes de faune, est-ce qu'on ne lui accorde pas une place un peu démesurée? Ça fera 10 lignes dans la publication avec une photo de l'ossement, traitement qui ne sera pas le même que pour les autres ossements d'animaux. Que veut dire cet ossement? Un jour dans le siècle, c'est fait au château, on a cuisiné le pan qui trônait dans la basse-cour, en admettant, comme le reconnaissent les premiers livres de cuisine, que le pan n'est pas très bon et un peu dur, mais que c'est vraiment très très chic sur la table, hein, quand on le présente, paraît de ses plumes. N'oublions pas que là, on est dans quelque chose qui a un caractère exceptionnel, hein, vu le faible nombre d'ossements conservés. N'oublions pas non plus qu'il existe des pics de consommation exceptionnels dans tous les milieux, et en particulier dans les milieux paysans les plus modestes. Un article récent de Marguerite Gonon en témoigne bien, puisqu'elle nous explique l'énorme quantité de viande qui est consommée par les paysans du Forez, hein, qui ne sont peut-être pas parmi les plus riches, au XIVe siècle, simplement parce qu'il faut se montrer, un peu comme les nobles, hein, on est dans la même logique, lors des banquets funéraires, il faut nourrir l'ensemble du village, et là on achète des bovins, alors qu'on mange du mouton le reste de l'année. Archéologiquement, ça laisserait effectivement des traces différenciées, un peu difficiles à analyser. Donc je pense qu'il est important de séparer deux choses dans les comportements des élites, dans ces comportements de distinction, des comportements qui sont des comportements réguliers, journaliers, qui auraient beaucoup plus de poids que l'objet d'exception. Et dans nos analyses, peut-être faut-il séparer ces deux catégories de l'exceptionnel et du journalier. Sur quelques exemples sur ce petit tableau, on a des objets qui, vu le nombre et la répartition des restes, sont des choses qui servent quotidiennement. Dans un site comme Andone, le fait d'avoir des jeux d'échecs et de tric-trac, le fait d'avoir de la verrie à boire en très grande quantité dans ce site, d'utiliser des trompes d'appel qu'on ne trouve aussi que dans des sites aristocratiques. Hein, ce sont des grandes cornes en terre cuite, très lourdes, qu'on casse beaucoup donc. Et qui servent à plein de choses, qui servent à la laire dans le château, qui servent à la guerre, à la chasse, qui servent aussi à sonner les repas. Hein. Le maître des lieux fait sonner la corne et puis on amène le bassin et l'aquabanil qu'on a vu tout à l'heure. Donc des usages divers, mais qui sont tous des usages aristocratiques. Et là, on est dans des choses quotidiennes. La production d'objets en fer, de consommables en fer, est aussi quelque chose qui est régulier. À côté de ça, on a des choses qui apparaissent de manière exceptionnelle, hein, quand on a un ossement de pont, quand on a un morceau d'imitation de vaisselle chinoise traînant dans l'ouest de la France, qui est assez peu courant à cette époque-là, ou quelques flacons de parfum islamiques. Là, on est vraiment dans l'exceptionnel, même si ça a un sens aussi, et qu'on ne trouverait pas ces objets dans n'importe quel site.
Et puis, il y a un certain nombre d'objets qu'on ne trouverait pas dans d'autres sites, mais dont on n'arrive pas très bien à préciser quelle est la fréquence d'utilisation, hein, le cas des mortiers en pierre, des rapaces, des plantes d'ornement, le fait d'avoir des fleurs en pot, qu'on n'a peut-être pas dans l'habitat paysan à cette époque-là. Là, on est sur le lys de mer, qui est une plante méditerranéenne. La production d'objets en bois de serre, que j'ai évoqué tout à l'heure. Quand on met bout à bout tous les morceaux de bois de serre utilisés pendant l'occupation de ce site, 2 générations, on obtient à peu près 5 ou 6 animaux, ce qui n'en fait pas un artisanat très, très dynamique. Donc on est quand même un petit peu dans l'exceptionnel. Et puis, la 4e liste, ce sont des éléments qui ne sont pas des éléments organiques, donc qui auraient pu être conservés et qui n'apparaissent pas dans ce site-là. Il faut aussi réfléchir sur les absences, sur les vides. En particulier, on revient aux armes les plus coûteuses et les plus symboliques. L'épée et la lance n'apparaissent pas du tout dans ce site. Ce ne sont pas des objets qu'on laisse traîner dans les poubelles des châteaux. On n'a pas d'étrier, extrêmement rare à découvrir. On n'a pas d'alliage, on n'a pas de métaux précieux, on n'a pas d'objets liturgiques, on n'a pas de vie culturelle très dense, pas beaucoup d'instruments d'écriture, pas d'instruments de musique qui apparaissent ici dans les collections qui sont conservées. Tout ça, ce sont des choses qui me paraissent devoir être un petit peu différenciées. Enfin, la nature même des vestiges archéologiques ne permet pas d'aborder la question de la mobilité sociale. Comment est-ce qu'on passe du statut de paysan riche, de gros haletier, au statut de petit chevalier? Ou comment on descend dans l'échelle de la société, ce qui est arrivé aussi à certains. Un article italien récent, dans un livre sur la mobilité sociale, qui comporte surtout des articles d'histoire, prétendait que les vestiges archéologiques permettaient de lire la mobilité sociale. L'article fournit quelques exemples, dont aucun ne semble marquer une mobilité sociale. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, voire impossible à apprécier à partir de vestiges archéologiques. Et là, on se trompe peut-être un petit peu de sujet, puisque ce que nous allons percevoir par l'archéologie, ce sont des trajectoires d'objets et des trajectoires de sites, plutôt que des trajectoires d'individus, de groupes humains ou de lignages. C'est-à-dire, ce qu'on va percevoir, c'est l'évolution de ces boucles de vêtements au XIIe, XIIIe siècle, qui partent d'objets plutôt de qualité et qui descendent dans l'échelle sociale. Ce ne sont pas les gens qui les portent qu'on va vraiment voir, ce sont ces objets dans leur dynamique, dans leur évolution. Donc, à mon sens, ces ensembles de mobilier archéologique vont seulement permettre d'envisager, j'utilise sciemment un mot vague, le mot d'ambiance. On va envisager des ambiances un peu impersonnelles, la plupart du temps vaguement datées, au siècle, au mieux au demi-siècle. Ces ambiances, elles correspondent à des niveaux de vie, à des styles de vie qui sont dominants dans les sites que nous étudions. Et dominant dans chacune des phases d'occupation, puisque au fil de l'existence d'un site, on peut avoir des évolutions des occupants assez socialement marquées. Niveau de vie, style de vie, on retrouve les stand-on de Max Weber que j'ai évoqué tout à l'heure. On retrouve aussi ce que Pierre Bourdieu appelle les classes sociales objectives, c'est-à-dire ce qu'on peut voir à travers des éléments matériels. En tout cas, ça ne nous permet pas d'identifier l'acteur social individuel comme on pourrait le faire à partir d'une tombe mérovingienne contenant du mobilier. Donc, à condition de disposer des informations systématiques que j'ai évoquées au début de cette conférence, c'est-à-dire des informations précises sur les conditions de découverte, les conditions de traitement du mobilier, et à condition de disposer de catalogues de mobilier systématiques, l'archéologie peut apporter quelque chose à des lectures sociales. Mais elle se limite malgré tout à élaborer des grilles de lecture de la culture matérielle, puisque c'est ça son vrai sujet, grilles de lecture qui vont permettre assez globalement de caractériser des niveaux de richesse et des niveaux de distinction.
qui vont permettre aussi de mesurer l'évolution interne de chaque site et puis de comparer différents habitats, c'est-à-dire de mettre en place dans une petite région une hiérarchie sociale des différents lieux d'occupation. Et donc, à défaut de pouvoir écrire la biographie d'individus du Moyen-Âge à partir d'objets archéologiques, nous allons pouvoir restituer la trajectoire sociale d'habitat, la trajectoire sociale d'objets. On ne l'a pas encore fait jusqu'ici, on pourra aller beaucoup plus loin sur la question, et même si, évidemment, vous voyez que mon discours limite un peu les possibilités de l'archéologie, quand on aura réussi à faire ça, ce ne sera déjà pas si mal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Luc, pour cette très très belle leçon de méthode et également pour ce tableau très, très différent, ou en tout cas très original de cette société aristocratique que beaucoup de médiévistes étudient, mais pas forcément à partir des vestiges que tu as présentés. Donc je pense qu'il y a des questions, des remarques, des interrogations. Donc je laisse la parole à Thomas. Merci Luc. J'aurais eu juste 2 questions à propos des ateliers de luxe qui se trouvent donc sur les sites aristocratiques, si j'ai bien compris, qui disparaissent au XIe siècle. J'aurais voulu en savoir un tout petit peu plus sur les conséquences, les modalités de cette disparition. Et puis la deuxième question, c'était sur les femmes qui étaient absentes, c'est ça. Je me demandais si tout compte fait, en fait, ces objets n'étaient pas sexués, en fait. Ils ne sont pas... Donc c'est l'homme, femme, Non, tout compte fait. Alors il y a quelques objets et quelques activités clairement sexuées. Alors peut-être pour le la guerre. Textile, on est. Alors c'est un élément d'ailleurs intéressant qui évolue aussi avec le temps, c'est-à-dire que il y a eu un certain nombre d'articles récents autour des gynécées et de leur fin au XIIe siècle. On a une évolution à partir du XIe siècle où on voit la mise en place, après la mise en place d'une activité textile qui est une activité domaniale. La mise en place d'une activité textile qui est plutôt une activité industrielle et urbaine. Et à partir de ce moment-là, c'est une activité qui était purement féminine dans le cadre domanial et qui devient de plus en plus une activité masculine, et avec un matériel qui est différent, avec des métiers à tisser horizontaux qui sont beaucoup plus efficaces. Les métiers verticaux, comme on a vu tout à l'heure sur l'image, on va les retrouver encore dans le cadre domanial, mais visiblement pour des productions de toute petite quantité ou des productions particulières. Ce sont des métiers qui existent encore aujourd'hui, comme métier à tapisserie, par exemple, donc pour des choses qui ne sont pas tout à fait du vêtement. On a l'impression que la laine, par la suite, sera plutôt une activité urbaine et que le lin reste une activité domaniale. Donc on a un glissement du domaine ou de la résidence aristocratique vers la ville, un glissement de petites quantités à des énormes quantités, un énorme commerce, et puis un glissement des femmes dans le domaine, souvent avec un statut qui n'est pas très reluisant, à des hommes en ville, qui n'ont pas un statut beaucoup plus reluisant d'ailleurs, et qui n'ont plus un statut d'esclaves domestiques, comme c'est le cas dans les gynécées. Tout ça prenant sa source dans l'Antiquité, puisque le mot même est évidemment un mot grec. J'ai oublié la première question. Alors sur les ateliers, le problème c'est qu'on comprendra complètement le phénomène le jour où on aura vu ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire le transfert probable de ces activités d'une activité de production d'objets de luxe à l'usage du propriétaire va glisser à un moment. Alors ils continuent à utiliser ces objets, mais je pense qu'ils vont les acheter sur le marché par la suite. Et donc il y a un glissement vers le milieu urbain, et là on manque un peu d'informations sur l'arrivée des productions industrielles. Un exemple qui est assez clair par rapport à ça, c'est l'exemple des matières osseuses. On a vu de l'ivoire de morse, du bois de serre, de l'os. Dans les châteaux, on utilise surtout le bois de serre, c'est-à-dire des bois qu'on récupère une fois qu'ils sont tombés, ou des massacres qu'on récupère sur les animaux. Donc on est sur une matière première aristocratique, on pourrait dire. Ça permet de fabriquer des objets qu'on va retrouver jusqu'au milieu du XIIIe siècle dans ces châteaux, avec quelques déchets qui montrent qu'on a une production sur place à partir de la matière première réunie par le maître des lieux.
À partir du XIIIe siècle, on voit se développer dans pratiquement toutes les villes d'Europe un artisanat qui désormais n'est plus un artisanat du bois de serre, mais un artisanat de l'os. Et là, il n'a plus du tout le même statut, puisqu'on est sur un matériau qui n'est pas du tout noble. On récupère les ossements à la sortie des abattoirs et des boucheries. On a une production qui est une production en très grande série, très grande quantité, donc pas chère, une fois de plus, pour toute la population, et qui est une activité spécialisée, puisque désormais, on aura plusieurs corps de métier qui fabriqueront chacun de ces objets. Les milliers de pâte neutre, par exemple, qu'on découvre en milieu urbain avec tous les déchets de fabrication. On est sur des fabrications en grande série. Donc c'est ça, je pense, le glissement, aussi bien au niveau des artisans que des matières premières, que des quantités de production et que des utilisateurs par la suite. On le voit bien à travers ces choses-là. On a plus de mal pour le métal, par exemple, puisqu'on a assez peu fouillé en ville. Des ateliers de métallurgie, mais on a l'impression que là aussi on passe, on l'a bien vu à travers les boucles, à travers le résultat, on passe d'une activité qui est plutôt élitaire, très, très marquée de certaines familles avec leurs armes, à une production en grande série qui ne vaut rien, qu'on va trouver par dizaines sur les chantiers archéologiques à partir du XIIIe siècle. Voilà. Alors après, quand on arrive dans des métaux assez précieux et dans du verre, on est sur quelque chose, on l'a vu, qui n'apparaît que dans des sites de très haute volée ou avec des propriétaires de très haute volée. C'est un phénomène qui est mieux connu. Je n'ai pas abordé le monde scandinave, qui est encore un autre monde, mais l'articulation entre la grande salle, la production d'objets en or et le don d'objets en or par le patron, qu'on trouve aussi dans le monde anglo-saxon, c'est quelque chose qui est tout à fait clairement lié au milieu aristocratique. Le chef donne des armes, de la boisson et des bagues en or au Moyen-Âge. Mais c'est vraiment quelque chose qui est plutôt dans l'esprit du Haut-Moyen-Âge, et un esprit plutôt germanique d'ailleurs, que dans l'esprit des siècles suivants, où je pense qu'on évacue toutes ces activités un petit peu salissantes du cœur du château. Alors, je ne connais pas bien le domaine de l'archéologie et je parlerai plutôt du domaine que je connais et vous m'excuserez si le parallèle est complètement absurde. Mais voilà, alors vous avez parlé de qualité comme critère distinctif pour voilà, distinguer comment dire, les élites du reste de la population. Et vous avez montré à un moment donc cette courbe des gens donc du plus branché au moins branché. Et ça rappelle tout à fait, dans le domaine des études littéraires, les théories de la réception de Hans Robert Jauss, qui montrent aussi de la même manière qu'il y a donc une rareté, un dépassement des horizons d'attente dans le domaine de la littérature qui se diffuse progressivement. Malheureusement, cette échelle de la rareté, etc., et de la qualité, ne suit pas forcément, dans le domaine de la littérature, j'ai l'impression, le caractère élitaire des clients de ces artistes. Par exemple, Chrétien de Troyes n'est pas forcément le poète de la personne la plus élevée en France au moment où il écrit, même pas, enfin si en Champagne, oui, mais bon, voilà, oui, quand même. Mais, donc il y a des nuances. Et de la même manière, ça me fait penser aussi à la manière dont on produit les livres, disons, vers la fin du XIIIe siècle. Je pense au libraire parisien Thomas de Maubeuge. Bon, bien, Michel et Mary Rouse ont montré que Thomas de Maubeuge s'adressait à une clientèle et produisait des livres pour une clientèle extrêmement aristocratique, mais les enlumineurs qu'il utilisait, par exemple, n'étaient pas forcément les meilleurs enlumineurs de l'époque. C'était des enlumineurs plutôt banals, même carrément médiocres, mais que ça n'empêchait pas donc de s'adresser à une clientèle curiale extrêmement élevée dans la société. Donc à quel point est-ce que la qualité dans le domaine de l'artisanat et des objets que vous étudiez est un critère opératoire? À quel point est-ce qu'il ne doit pas être vraiment sérieusement encadré par la richesse, etc., et tous les autres
Je ne sais pas comment répondre. J'ai envie de dire que c'est un critère opératoire par défaut, puisque l'archéologue, s'il veut travailler, ce qu'il doit faire, je pense d'abord, il doit travailler sur ses données. Puis après, il les confronte avec d'autres choses. Au lieu de faire le contraire, ce qu'on fait souvent aujourd'hui, donc on a des présupposés avant d'étudier notre mobilier. Si on n'aborde pas du tout les éléments fournis par les textes, qui d'ailleurs ne nous donneront pas beaucoup d'informations sur les objets, il faut bien l'avouer dans bien des cas, sur quoi pouvons-nous nous reporter? Donc effectivement, nous, on travaille sur les matériaux, les formes, les fréquences, la quantité et la qualité du travail fourni pour produire l'objet. C'est difficile d'aller au-delà de ces éléments-là. Alors après, on aura évidemment une vision sans doute obligatoirement plus globale que celle qu'on peut avoir en travaillant sur des textes. Plus globale, mais qui aborde des objets qui n'existent pas dans les textes, quel que soit le type de source utilisée. Alors si on veut être global, est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que quand on travaille sur le roman de chevalerie, on voit effectivement qu'il y a un glissement du roman de chevalerie un petit peu vers le bas, où, pour le dire différemment, les élites vont changer au cours des temps et qu'il y a de nouvelles élites qui émergent, comme ces bourgeois parisiens que j'évoquais tout à l'heure, qui sont visiblement férus de romans de chevalerie. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils y accèdent, mais en tout cas, ils les connaissent bien et ils les singent, pourrait-on dire, dans leurs activités. Voilà. Mais là, on est dans les limites de la source. Le document archéologique donne des informations qu'on n'a pas par ailleurs, mais on ne peut pas tout lui faire dire. Donc on n'ira peut-être pas très loin, mais on peut aller un peu plus loin que ce qu'on arrive à sortir de ces objets, c'est-à-dire sortir un peu de nos catalogues de quincailliers, puisque l'archéologie c'est un peu de la quincaillerie souvent dans la présentation. Juste une petite question, Luc. Est-ce qu'il y avait une surproduction de viande vers la fin du Moyen-Âge? J'ai en tête l'étude de Barbara Harvey dans un livre qui s'appelle Living and Dying in England, The Monastic Experience, oui, où elle montre que vers la fin du Moyen-Âge, il y avait des moines à Westminster, à Londres, avec une consommation mais extraordinaire de viande qui allait vers les 7000 calories par jour. C'est le cas aussi à l'époque moderne, dans les gens qui ont les moyens en ont à peu près toute l'Europe. Quand on voit les menus, on se dit que les fins d'après-midi devaient être un petit peu difficiles dans l'aristocratie. C'est évidemment plus difficile. Alors, on a travaillé sur les rations carolingiennes à partir de chiffres pas très faciles à utiliser de manière quantitative. C'est difficile de travailler sur les quantités, puisque là aussi, nous, on a des poubelles avec 50 000 restes ou 100 000 restes, on ne peut pas les diviser par repas. Donc c'est un peu difficile. Ce qu'on voit par contre, c'est que si on mange bien ou beaucoup, on ne gâche pas. C'est-à-dire c'est des gens qui ont les moyens, mais qui ne font pas de gâchis, c'est-à-dire qu'ils tuent les animaux en fin de croissance. Enfin, ils ont une économie par rapport à l'élevage qui est tout à fait traditionnelle. Ils gèrent ça en bon père de famille. Ils mangent plus que les autres, mais ils ne gâchent pas. Ça, on peut le voir par l'archéologie. Au-delà, sur la quantité, on a l'impression effectivement d'avoir des amas d'ossements, mais il faut voir qu'on est sur des occupations longues aussi, et que quelquefois les poubelles n'ont jamais été sorties du site. Donc tout ça s'est accumulé sous les sols. Donc voilà, ça c'est encore une question auquel l'archéologue ne peut pas complètement répondre, et on y répond assez tard, c'est-à-dire qu'on y répond à partir du moment où on a des sources culinaires un peu plus affirmées, c'est-à-dire pas avant le XIIIe siècle. Voilà. J'ai choisi volontairement les époques les plus difficiles, cette espèce d'entre-deux pour ces sujets-là, le moment où on n'a plus de mobilier dans les tombes liés à des individus, puis le moment où on a tellement de textes sur la vie quotidienne que les choses sont un peu plus faciles, c'est-à-dire à partir du XIIIe siècle. Bien. S'il n'y a plus de questions, il ne nous reste plus qu'à te remercier encore vraiment très très chaleureusement de ces belles conférences de fermeture.